Ouais, je crois que Voilà, ça va? Vous m'entendez? Ok, voilà, mais donc c'est marrant parce que j'entends des médecins et des psychologues dire, enfin on entend dans ce qu'ils disent qu'en fait ils font beaucoup de droit dans leur travail. Et moi, dans mon travail d'avocat, j'ai l'impression de faire tout le temps de la psychologie. En tout cas, je me dis, parce que j'entendais aussi, je crois que c'est Isabelle Bosman qui disait que parfois les gens ont aussi peur de leur avocat. Et j'avais envie de dire, les avocats qui n'arrivent pas à mettre à l'aise leurs clients, je pense qu'ils peuvent changer de travail. Ou en tout cas, mais ça arrive, hein, il y en a malheureusement. Donc voilà, je pense que la matière du droit d'asile est, vous l'aurez bien compris, une matière éminemment humaine. Et où il est vraiment très important de travailler tous ensemble, que ce soit avocats, médecins, psychologues, assistants sociaux, pour mettre un réseau de personnes qui vont porter en fait le demandeur d'asile, parce qu'on a affaire à des gens qui sont souvent tout cassés au moment où ils arrivent en Belgique et qui vont devoir fournir un énorme effort. Déjà se lever le matin après ce qu'on a vécu, c'est pas évident. Aller chez son psy, son médecin, chez son avocat, rassembler des preuves, etc. C'est vraiment très difficile. Et donc, en fait, le réseau de personnes qu'on forme tous ensemble autour d'eux, c'est vraiment un réseau de personnes qui vont les aider à se battre, en fait, tout simplement, et à se dire, on va gagner ce putain de droit de séjour après le temps qu'on va mettre, et ça prendra le temps qu'il faut, mais il faut qu'on l'obtienne. Et donc, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Je vais certainement encore faire des répétitions, j'en suis bien désolée. Mais donc, voilà, commencer en tout cas par revenir sur le récit au niveau de l'avocat, parce que j'entendais Isabelle Bosman expliquer, c'était admirable. J'ai dit à Céline, est-ce que tu peux me la prêter? Parce que c'est vrai que nous, avocats, on se sent souvent très seuls dans l'élaboration du récit, qui est un travail chronophage. Et donc, avoir vraiment des personnes qui bénévolement peuvent aider à faire ce récit, c'est vraiment de l'or, c'est précieux. Il faut savoir que pour les personnes, la plupart des demandeurs d'asile qui ont vécu des persécutions de genre viennent pas avec des tas d'attestations. C'est assez différent au niveau des preuves qu'ils vont apporter. C'est assez différent d'une personne qui a milité pour des raisons politiques dans un parti et qui aura une attestation, des témoignages, un tas de choses à produire. La personne qui a vécu des maltraitances ou la personne qui est homosexuelle, etc., elle n'a pas d'attestation, c'est pas écrit sur son front spécialement. Du coup, il y aura une importance accrue qui est donnée à la crédibilité de son récit, qui est même très souvent disproportionnée, alors qu'on a affaire à un demandeur d'asile qui vient d'un pays où il n'a absolument pas les mêmes repères, ni culturels, ni psychologiques, etc. que nous, et ni éducatifs. Donc la semaine dernière, j'avais en face de moi une personne dans mon bureau, et je lui dis à un moment donné, vous savez combien il y a de mois sur un an? Elle ne savait pas. Et donc, à partir du moment où ça veut tout dire, donc aucune chronologie. Donc, on doit parler de saison sèche, de saison des pluies, effectivement, des événements, comme vous le disiez tout à l'heure, où elle se réfère au calendrier islamique, qui est encore un tout autre calendrier. Donc, c'est extrêmement difficile. Et donc, il faut essayer. Moi, j'ai déjà vu un travail. Enfin, moi, ça me touchait très fort de voir. C'était une cliente qui m'avait apporté un petit dessin fait par des dessins faits par son assistante sociale, où l'assistante sociale avait fait toute une série de petits dessins différents. Le deuil du mari, c'était une croix, c'était mignon parce qu'en fait la personne était musulmane, mais peu importe, la personne avait compris ce que c'était. La fuite du pays, le drapeau, etc. Et donc elle avait vraiment aidé la personne à restituer de manière chronologique le récit de sa vie par toute une série de petits dessins, ce qui avait dû prendre un temps fou à cette assistante sociale, mais qui avait vraiment fort aidé la personne et qui du coup aussi, moi, m'aidait à la défendre dans le cadre de la procédure d'asile. Voilà, donc le premier rôle évidemment de l'avocat, vous l'aurez compris, c'est d'écouter avec patience et bienveillance, empathie et en essayant d'avoir une bonne dose de psychologie. Mais c'est aussi de pouvoir lui poser des questions sans tabou, parce que la personne, elle a évidemment honte de parler. Elle a honte de sa souffrance déjà très souvent, et alors elle a honte des persécutions qu'elle a vécues, elle a difficile à en parler.
nous, avec l'expérience ou la connaissance d'un pays donné, on sait souvent quel type de maltraitances sont infligés, quel type parfois de sévices sexuels sont infligés dans les prisons. Donc parfois j'aide en posant la question de manière très naturelle. Il ne faut pas avoir peur de demander à une personne, à un homme, s'il a été violé qu'une matraque, parce que ça se pratique couramment dans les prisons dans certains pays. Mais pour la personne, c'est impossible de le dire. Pour un homme, c'est impossible de dire « on m'a enfoncé une matraque ». Donc, il faut savoir qu'il y a des choses, si vous n'arrivez pas à le dire vous-même, qu'est-ce que c'est pour la personne qui n'arrivera pas non plus à le dire. Or, les avocats, ils sont les premiers souvent confrontés, pas toujours, mais ils sont souvent confrontés les premiers au récit du demandeur d'asile. Ce qui est compliqué, c'est que nous, on a un peu un combat contre la montre. C'est qu'il y a le temps qui est là, la procédure d'asile peut être parfois très rapide. Et donc, on ne peut pas s'offrir le luxe de se dire je vais attendre. C'est dur à dire, mais on ne peut pas s'offrir le luxe et offrir le luxe à la personne de dire je vais attendre que vous soyez prêt à parler, parce que l'autre là du CGRA, il ne va pas vous louper. Si vous n'arrivez pas à exprimer tout ce qu'il y a à dire, ça va être compliqué. On a des bonnes chances d'avoir une décision négative. Du coup, on doit vraiment les aider à coucher leur récit et souvent on doit leur tirer le verre du nez. Avec évidemment beaucoup de respect, ça doit se faire, il faut prendre le temps. Beaucoup d'avocats ne prennent pas le temps parce qu'ils voient leur rôle de manière exclusivement juridique et c'est dommage. Mais voilà, si on peut trouver un maximum de bénévoles qui peuvent faire ce travail de préparation, ce serait vraiment magnifique. Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui sont très compliquées dans le cadre de... ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été habituées à parler d'elles-mêmes, donc ça c'est une chose. Il y a beaucoup de pays où on apprend à la personne à ne pas être curieuse, donc on leur dit c'est vraiment un défaut pour une femme d'être curieuse. Tu ne peux pas poser des questions à ton père, tu ne peux pas poser des questions à ton mari. Et donc on a affaire à des personnes qui ont évolué dans un univers où elles étaient habituées à ne pas comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Et du coup, elles ne se posent pas de questions non plus parce que de toute façon, elles n'ont pas de réponse. Donc quand nous, hommes occidentaux, on vient et on leur dit « mais enfin, tu me racontes que ton père a décidé de te marier à 28 ans dans un pays où on marie les filles à 16 ans, tu dois quand même pouvoir m'expliquer ça. Et si tu ne peux pas m'expliquer, c'est que ce n'est pas possible que tu as tout d'un coup été confronté à un mariage forcé à 28 ans. » Et donc on a passé un temps fou avec elle à essayer de comprendre pourquoi son père avait attendu jusqu'à ses 28 ans pour la marier. Et donc en fait c'est faire parfois avec la personne un travail de déduction logique qu'elle n'arrive pas à le faire elle-même parce qu'elle n'a jamais été habituée à le faire. Nous, ce sont des choses qu'on nous apprend à l'école quand on est déjà à la 3e maternelle ou à la 1re primaire. On nous apprend des petits problèmes de mathématiques simples où on doit faire des déductions. Eh bien, ces personnes, elles n'ont jamais appris à le faire et donc elles sont très désemparées quand on leur pose parfois une question très basique. Nous, on se dirait, mais comment ça se fait qu'elle ne sait pas répondre à ça ? Ben voilà, oui, c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ment, et c'est souvent les conséquences que le CGRA en tire. Alors, autre chose dont on a déjà aussi parlé tout à l'heure, c'est le ressenti. La manière d'interroger du commissariat aux réfugiés, souvent, c'est... donc, on demande le ressenti, mais on demande aussi de raconter en détail comment était, par exemple, le mari avec qui la personne a vécu. Donc, vous avez vécu 6 mois de votre vie ou 2 ans avec un homme, parlez-moi de lui. Et donc, la personne pense qu'elle doit se limiter simplement à dire il était grand, il était fort, il était violent, il était méchant, etc. Et en fait, ça ne se limite pas à ça. Ce que le CGRA veut, c'est entendre simplement des petits éléments personnels que seule une personne qui a vécu les événements est capable de raconter. Donc, ça peut être des trucs, des détails idiots. Est-ce qu'il avait des petites manies stupides le matin quand il se lève ? Je ne sais pas, votre mari, est-ce qu'il sentait mauvais, il vous dégoûtait ? Est-ce qu'il sent mauvais, est-ce qu'il sent des pieds ? Est-ce qu'il avait des boutons ? Des bêtises, mais ça peut être des petits détails que seule une personne qui a vécu certains événements ou des choses que son mari, des phrases très particulières ou des manières de parler que son mari avait ou des tics ou des choses qu'il faisait ou
Voilà, pour essayer de faire en sorte, moins un récit est stéréotypé et plus la personne sera crue. Et elles font toutes, même quand elles ont vraiment vécu ce qu'elles les expliquent, elles tombent toutes dans le pli de faire un récit stéréotypé parce qu'elles ont l'impression que ce qui intéresse la personne qui est en face d'elles, c'est uniquement de savoir quelles sont les violences ou quelles sont les attitudes violentes que son mari avait vis-à-vis d'elle et quels sont tous les éléments les plus importants qu'elle a vécu. Donc en fait, moi je dis toujours à mes clientes, vous savez, la personne qui va vous interroger, elle n'a aucune possibilité de vérifier ce que vous lui racontez. Elle ne va pas téléphoner dans votre village pour savoir si votre mari était effectivement comme ceci, comme cela, ou si les journées se déroulent effectivement comme ça. Donc c'est pas du tout ça qui est important, c'est juste savoir comment vous avez vécu et de pouvoir relater des choses qui sont même anecdotiques, mais en tout cas que seul vous avez connu et qu'une autre personne ne pourrait peut-être pas dire à propos de lui. Alors, donc je parlais donc de l'absence de curiosité que ces personnes-là et du coup font en sorte qu'elles ont du mal à expliquer ce qu'elles ont vécu puisqu'elles ne se sont parfois pas posé des questions. Elles ont du mal de faire des liens à cause à effet. Elles ont du mal à faire des déductions dans les événements qu'elles ont elles-mêmes vécus. Et donc aussi, elles ont du mal à conceptualiser. Donc, quand on a affaire à une personne qui n'a pas été à l'école ou très peu et puis qui a un univers qui vivait dans une maison avec uniquement les ustensiles de cuisine qui étaient relégués aux tâches ménagères et qui ne voyait pas grand monde d'autre que son mari après avoir juste vécu entre son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Elle a déjà évolué dans un univers langagier qui est réduit. Donc quand le langage déjà est réduit, l'univers conceptuel et donc la capacité de réfléchir aussi est réduite. Et donc ça, il faut toujours s'en rendre compte quand on aide la personne à restituer un récit et donc essayer de l'amener à aller plus loin que les propres réflexions qu'elle s'était faites elle-même. Moi, parfois, je rigole mes clients, je dis, bon, écoute, tu étais en Guinée, on ne t'a pas aidé, on t'a juste demandé de jamais te poser des questions. Maintenant, tu es en Belgique, tu es ici, ensemble, on va réfléchir. Et donc, voilà, ensemble, on essaye parfois de trouver des réponses à des questions qu'elle ne s'était même jamais posées avant. Alors, l'autre point dont on a aussi parlé, c'est le ressenti. Effectivement, c'est très difficile pour une personne qui ne sait pas ce que veut dire le mot émotion. Donc j'ai plein de clients, je leur demande, vous savez ce que c'est les émotions? Parce qu'au CGRA, ils vont vous demander quel est votre ressenti. Question absurde évidemment, parce que tu dis à quelqu'un, c'était quoi ton ressenti durant ces années de galère que tu as vécues? Ressenti, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc plutôt que de dire, je ne comprends pas, souvent ils commencent à parler d'un tas de choses, mais en fait qui n'est pas de l'ordre du ressenti. Et donc l'agent de protection passe à une question suivante, et du coup, après on trouve dans les décisions, la personne n'a pas pu expliquer, donner des détails sur cet épisode-là de sa vie. Du coup, on considère que ces faits ne sont pas établis. Alors, ensuite, après le récit, le travail de l'avocat est de rechercher les preuves. Alors, ici, moi, en tout cas, pour tous les demandeurs d'asile que j'ai suivis depuis toutes ces années, mes preuves maîtresses, c'est toujours les rapports de constat et les rapports psychologiques qui sont vraiment les documents qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc en tout cas, quand on a affaire à des persécutions de genre, ce sont vraiment les éléments qui font la différence et sur lesquels on peut sauver véritablement une personne. Parce que moi, j'ai souvent des gens qui viennent me consulter quand ils ont déjà échoué dans une demande, 2, 3, parfois 4. On a déjà même fait des 5e demandes d'asile. Et donc, du coup, il faut aller beaucoup plus loin que si c'était une première demande d'asile. Alors là, je suis toujours très contente si la personne vient et qu'elle a eu un psychologue qui n'était pas très expérimenté dans le suivi des demandeurs d'asile et qui a fait une attestation trop courte. Je me dis, ah ouf, je vais pouvoir enfin l'envoyer chez un psychologue expérimenté et qui à ce moment-là va faire un rapport approfondi, mais du coup évidemment ça prend des mois de préparation. Toutes ces personnes qui ont évidemment vécu ces persécutions,
souvent, quand elles arrivent et qu'elles ont déjà échoué dans une procédure d'asile, je m'aperçois qu'elles n'ont pas consulté de psychologue parce qu'elles n'ont pas vu la nécessité, elles ne comprennent pas à quoi sert un psychologue, ça ne fait pas partie de leur culture, etc. Donc moi, je les pousse évidemment parce que tant qu'elles n'ont pas vu ce que c'était, elles ne peuvent pas se rendre compte du bien que ça va leur apporter. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a vraiment un travail entre le psychologue, l'avocat et le médecin qui peut commencer. Où, enfin moi en tout cas, je trouve qu'on doit vraiment s'entraider parce que le récit qui est un travail chronophage, si on n'a pas une Isabelle Bosman pour le faire et qu'on est seul avec la personne, eh bien, on n'est pas trop entre avocat, psychologue et aussi constat à mettre ensemble toutes les données que l'on a pour reconstituer un récit le plus complet possible. Alors pourquoi constituer un récit ? Moi, je me retrouve parfois à faire des récits où effectivement on commence vraiment déjà quasiment à la naissance parce que dans les persécutions de genre, les mariages forcés, etc., le contexte de vie est hyper important. Si vous êtes enfant d'un imam, les conséquences, si vous avez un enfant hors mariage ou si vous refusez d'épouser le mari qu'on vous propose, si c'est un milieu très conservateur, très religieux, etc., le respect du père et de la famille est beaucoup plus important. Et l'humiliation ressentie par les parents en cas de dérapage dans le parcours familial, donc par exemple un enfant né hors mariage, est considéré comme une honte insoutenable pour la famille et peut donner lieu à des représailles ou à une mise à l'écart ou une sanction très grave pour la personne concernée. Alors, au niveau de la recherche des preuves, outre ces rapports médicaux et psychologiques qui sont extrêmement précieux, le travail de l'avocat est souvent de faire preuve de beaucoup d'imagination parce qu'on doit, en discutant avec la personne, voir quelles preuves on pourrait rapporter. Et souvent, elle n'a pas idée elle-même de ce que l'on pourrait trouver, quelle personne contacter, etc. Mais donc, ça peut être... j'ai eu, il y a 2 jours, un couple homosexuel, c'était des Guinéens dans mon bureau, et donc on n'avait jusqu'à présent aucune preuve, parce que moi, depuis le début, je leur dis, il y en a un surtout qui est extrêmement introverti, je me dis, une thérapie chez un psy, ça lui ferait vraiment du bien, mais il n'y a rien à faire, j'ai beau le lui dire chaque fois, il n'y va pas. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir prouver, comment on va pouvoir prouver qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils vivent dans un centre d'accueil où, comme ils ont peur que les autres du centre sachent qui sont homosexuels et que ce soit mal perçu par des cultures plus intolérantes. Ils se sont toujours cachés autour d'eux et donc finalement c'est grâce à l'assistante sociale du centre qui en équipe ils savent tous qu'il est homosexuel, etc., qu'elle m'a fait une attestation, etc., et que l'on peut prouver leur relation de couple. Aussi par le médecin qui a remarqué que l'un des deux avait une infection et a donné une boîte de préservatifs à l'autre pour qu'il se protège. Du coup, je dis, vous avez demandé à votre médecin de faire un certificat médical dans lequel il explique cette situation-là. Alors, comme autre type de preuve à rassembler, ça peut être contacter un anthropologue ou une personne d'université dans le pays parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Là, c'était pour des rites vaudous ou c'était pour le CGRA, l'histoire ne tenait absolument pas debout. Et donc, il fallait trouver quelqu'un, un professionnel qui connaisse bien le sujet et qui pouvait attester si oui ou non c'était possible, crédible, etc. J'avais contacté un anthropologue belge ici qui m'avait dit, vous savez, les demandeurs d'asile, ils racontent souvent des mensonges. Je me suis dit, bon, ok, on laisse tomber. J'appelle un anthropologue du pays où j'explique la même situation, qui m'a fait une superbe attestation où il était nettement plus balèze dans la connaissance de cette problématique-là. Et donc, ça a permis aux jeunes d'être reconnus réfugiés. Alors, évidemment... Oui, je sais que je dois me dépêcher. Ah oui, il y a aussi des preuves que l'on peut faire par recoupement. Vous avez une jeune femme âgée de 28 ans qui a eu 4 enfants et dont l'un d'eux a 14 ans. J'ai pas compris, mais le CGRA lui avait refusé la qualité de réfugiée. Elle avait expliqué qu'elle avait été mariée de force, etc. On lui refuse la qualité de réfugiée. Je lui dis, elle a un acte de naissance où il apparaît clairement que
Elle a dû être enceinte à l'âge de 13-14 ans, donc à moins qu'on soit dans un pays où on considère qu'avoir des relations sexuelles à cet âge-là, c'est tout à fait normal avec un homme qui a 50 ans. Parce qu'en plus, enfin, voilà, donc finalement, elle a refait une demande d'asile et elle a obtenu le statut de réfugiée. Alors, j'essaye d'avancer puisque je n'ai plus que 2 minutes, je pense. Oui, ne pas hésiter à contacter des associations dans le pays, évidemment. Alors parfois, oui, il y a des preuves qui peuvent être assez drôles. J'avais une femme qui était du Niger, intellectuelle, donc tout le monde dans sa famille avait fait des études universitaires. Et donc, le CGRA ne pouvait pas croire qu'une femme au Niger, où le taux de prévalence d'excision est plus bas qu'en Guinée, par exemple. En Guinée, tout le monde, y compris les intellectuels, sont excisés, mais au Niger, ce n'est pas forcément le cas. Donc, on lui avait dit, vous ne prouvez pas qu'en cas de retour, votre fille serait excisée. D'autant plus qu'elle-même ne l'était pas. Et donc, en fait, elle a fait croire à toutes ses cousines au pays que pour aider une fille en Belgique qui faisait un travail un mémoire sur l'excision, qu'elle avait besoin de certificats médicaux complétés au Niger, eh bien, elle a obtenu plusieurs certificats de ses cousines attestant qu'elles étaient excisées. Donc, voilà, ça peut être parfois des choses comme ça, et c'est à l'avocat de faire preuve d'imagination. L'imagination, ce n'est pas seulement au niveau des preuves, c'est aussi au niveau de l'interprétation du droit. Je pensais tout à l'heure à une dame que j'ai vue la semaine dernière et qui était en demande d'asile multiple. Donc en fait, cette dame s'est fait pincer à Zaventem, donc elle a atterri au centre fermé. Elle a fait une première demande d'asile au centre fermé. Elle vient du Sierra Leone. Et elle a été abusée déjà dans son parcours d'exil avant même d'arriver en Europe. Et elle est extrêmement traumatisée. Et donc, l'interview se passe assez mal. Donc, il faut savoir que les procédures en centre fermé, ce sont des procédures accélérées. Donc, les gens, ils sont à peine préparés par leur avocat. Quand l'avocat est voilà, parce qu'il y a de tout comme avocat parfois qui interviennent au niveau des centres fermés. Et donc, elle avait été mal préparée, elle n'avait aucune attestation médicale, aucune attestation psychologique, etc. Et donc, elle est déboutée. Il se fait qu'elle arrive quand même à sortir par... Bon, voilà, c'était pas moi qui intervenais à ce moment-là, c'était quand même l'autre avocat qui a su la faire sortir par... C'était par une autre procédure que la procédure d'asile. Et donc, au moment où elle me consulte, elle a peur de devoir quitter le centre ouvert où elle est arrivée. Elle sent qu'on va la mettre dehors parce que c'est une deuxième demande... Enfin, parce qu'elle n'est plus en procédure d'asile. Donc, elle introduit vite une deuxième demande d'asile. Et elle n'a pas d'éléments nouveaux. Et donc, en fait, à ce moment-là, elle me produit un certificat médical où il est juste mis, c'est une simple visite médicale où il n'y a pas grand-chose, mais je lis tout à la fin, Madame a été violée et aurait besoin d'être vue par un psychologue. Du coup, j'envoie une lettre au CGRA parce que je vois que dans la loi, il y a cette notion de besoins procéduraux spéciaux. Le demandeur d'asile peut faire valoir des besoins procéduraux spéciaux. La loi ne dit pas très bien, enfin, ne dit pas très fort, ne définit pas c'est quoi ces besoins procéduraux spéciaux. Et donc, je me dis, bon, on est en procédure accélérée. Dans son cas, puisque ni la loi ni la directive européenne ne disent ce que c'est, moi, je pense que les besoins procéduraux, ce soit que la procédure ne soit pas une procédure accélérée pour qu'elle ait le temps d'aller voir un psychologue, qu'elle ait le temps de faire tout ça, etc. Bon, ils n'en ont rien eu à faire. Ils l'ont convoqué, dans quelques jours, on va devoir y aller. Mais je sens que ça va déjà être un moyen du CC, au Conseil du contentieux des étrangers, dans le cadre de l'organe de recours. Donc voilà. Le travail, tout ça maintenant, pour en arriver un peu à la conclusion, que le rôle de l'avocat dans la procédure d'asile, c'est, je dirais, beaucoup d'humanité, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, beaucoup d'imagination aussi, assez peu de droit finalement, et aussi énormément de collaboration dans le travail en réseau, puisque, comme je disais, ce qui permet d'arriver à un résultat, à obtenir un statut de réfugié pour une personne, c'est d'abord un super récit, bien préparé, un dossier bien documenté par un bon rapport
médical, un bon rapport psychologique. Et du coup, vraiment l'importance des psychologues, des médecins. Et moi, je ne saurais jamais trop remercier toutes ces personnes précieuses avec lesquelles je travaille et avec lesquelles la réussite de là ou du demandeur d'asile, c'est vraiment ce travail d'équipe que l'on fait tous ensemble. Voilà.